Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à Tendance Immo. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Donc, comme vous le savez, Tendance Immo, c'est une émission qui est là pour vous aider, pour vous guider, bref, pour vous conseiller dans tous vos projets immobiliers. Que vous soyez locataire, futur acheteur ou propriétaire, cette émission est pour vous. Et à chaque semaine, je suis accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx, qui est notamment rédactrice à l'Écho de Laval. Bonjour. Bonjour Marie-Ève, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on a une émission assez chargée. Donc on va parler d'humidité, on va parler du taux d'humidité en fait dans les maisons. On sait que c'est un problème qui est là dans les 4 saisons. On ne sait jamais quand il y en a trop, quand il n'y en a pas assez. Donc tu vas nous dire quel est le bon taux d'humidité à avoir dans notre maison. On va parler aussi d'humidificateur. Donc comment choisir le bon humidificateur en fonction de ses besoins. Et d'autres sujets aussi à l'émission, c'est relooker sa maison. Donc, on sait quand on veut vendre sa maison, on veut qu'elle soit numéro 1. Donc, c'était entretenu, je pense, avec une designer d'intérieur. Oui, okay. De home staging. De home staging, OK, parfait. Donc, on va voir comment qu'on peut faire pour que la maison soit à son meilleur. Exactement. Et on va parler aussi de la chambre des maîtres. L'importance de la mettre en valeur lorsqu'on veut vendre une maison. Parfait. Donc, on y va avec l'humidité. Marie-Ève, on sait, garder le bon taux d'humidité, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir qu'on a un bon taux d'humidité? Oui, en fait, la première chose à savoir, c'est qu'idéalement, en été, le pourcentage d'humidité relative, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'une maison saine devrait se situer autour de 50 %. En hiver, c'est plus au niveau de 30 %. Parfait. Alors, parce qu'en fait, c'est que si une humidité excessive ou insuffisante, ça peut entraîner des problèmes de santé ou différentes complications dans la maison. Alors, c'est important quand même de vérifier puis de se situer autour du pourcentage d'humidité relative d'une maison saine. D'une maison. Exactement. Et c'est quoi les indices qu'on a soit un haut taux d'humidité ou un faible taux? C'est quoi les indices qu'on peut avoir dans la maison? En fait, bien sûr, on sait tous lorsqu'il y a de la buée dans les vitres. Okay. Par exemple, on prend la douche, c'est humide dans la maison, il y a de la buée dans les vitres, mais il peut y en avoir aussi tout le temps dans la journée. C'est un signe qu'il y a trop d'humidité dans la maison. Okay. Les moisissures également, quand il y a de la moisissure sur les murs. À l'inverse, si par exemple, à chaque fois qu'on prend une poignée de porte dans nos mains, il y a un effet statique, oui, un petit choc, ou qu'on est irrité au niveau de la gorge, de la bouche, c'est qu'il n'y en a pas assez. OK, c'est clair et sec, en fait. Exactement. OK. Après ça, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'humidité relative, quand elle est trop élevée, c'est que l'air intérieur se pollue. Okay. Alors, c'est néfaste pour la santé. Oui. Alors, pour ceux qui peuvent avoir des petits problèmes déjà d'asthme ou c'est pas très bon de respirer de l'air qui est pollué, on veut tous avoir l'air sain dans notre maison. Saine, exactement. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça que c'est important de vraiment vérifier. Et une façon de vérifier quel est le taux d'humidité, parce qu'en fait, quand on peut vraiment le savoir, c'est là qu'on peut ajuster de façon à l'augmenter ou à le diminuer. C'est ça. Comment qu'on peut faire comment qu'on peut mesurer? Oui. Est-ce que ça se mesure en fait? Oui, en fait, il existe un petit appareil, ça s'appelle un hygromètre. Okay. Pour aussi peu que 20 $, on peut se procurer ce petit appareil-là dans toutes les quincailleries ou tous les marchés grandes surfaces. Oui, exactement. Okay, parfait. Puis, en fait, on le place dans les pièces de la maison où on pense qu'il pourrait y avoir un problème d'humidité. La salle de bain, par exemple? Oui, la salle de bain. Bien, c'est sûr que dans la salle de bain, en fait, quand on prend la douche et tout ça, c'est certain qu'il y a beaucoup d'humidité. Fait que à ce moment-là, ce serait peut-être plus une pièce où les gens de la maison sont le plus souvent. Ça peut être aussi dans la chambre de la maison si on veut vérifier, parce que dans une chambre d'enfant, si on veut s'assurer que l'air soit bien, l'air soit bon. Dans le salon aussi, je pense que c'est un endroit où les gens passent beaucoup de temps. Oui, exactement. Puis c'est tout petit, alors on peut le changer de pièce. Là. On n'est pas obligé d'en acheter un pour chaque pièce. Non, en fait, on mesure, puis après ça, au fil, quand on règle le problème, on peut changer le petit appareil de pièce. On le dépose, oui, sur un meuble. Bien sûr, pas directement à côté de la fenêtre, parce que c'est sûr que... Les données vont en être faussées à ce moment-là. Oui, exactement. Donc, on le met plus au centre de la pièce pour être certain. Puis, en fait, comme par exemple, si on remarque que le taux d'humidité, ça nous dit qu'il est trop élevé, donc qu'il dépasse les 30 % pour cette période-ci de l'année, il y a différentes choses qu'on peut faire. De un, si on fait sécher le linge à l'intérieur de la maison, ça crée de l'humidité dans la maison. Donc, on peut tout simplement arrêter de faire ça si c'est une action qu'on fait régulièrement. Qui est néfaste. C'est ça oui, exactement. Qui est néfaste, finalement. Il y a aussi, bien sûr, comme la hotte de la cuisine qui envoie l'air à l'extérieur. Il y a aussi le ventilateur de salle de bain qui peut éliminer l'humidité.
Ensuite, il y a bien sûr l'échangeur d'air. L'échangeur d'air, souvent dans les nouvelles maisons, ils ont été installés. C'est très bon pour chasser l'humidité. OK. Puis, si on n'en a pas, on peut aussi, c'est recommandé d'ouvrir les portes et les fenêtres, même en hiver, juste 10 minutes. Un peu, oui, juste un peu aérer, c'est oui, ça. on fait circuler l'air de la maison, alors que ça peut être une option très intéressante. Et dans l'autre sens, s'il n'y a pas assez d'humidité dans la maison, bien, ce qu'il faut, c'est se procurer un humidificateur. OK. Il en existe plusieurs sortes. C'est ça, je pense qu'il y en a 3 types sur le marché. Oui, exactement. Mais avant de se lancer dans le sujet des humidificateurs, on va passer au topo de la semaine parce que là, on le sait, c'est le temps de fermer les piscines. Oui. Donc, il ne faut pas oublier, des fois, les gens, je pense que toutes les feuilles d'automne se ramassent sur l'eau de la piscine. Donc, c'est très important de fermer la piscine. Et justement, notre équipe s'est rendue sur le terrain. On va aller voir le topo et on vous revient tout de suite après. Lorsqu'on ferme une piscine hors terre, il est très important de suivre les étapes une à la fois, ne pas se tromper, ne pas en oublier. La première étape, c'est le Trivistop. Le Trivistop, ça va dégraisser votre piscine, va empêcher la graisse d'aller coller sur votre toile. On va le mettre 12 heures avant de vider la piscine. C'est-à-dire, lorsqu'on prévoit de fermer notre piscine, disons la fin de semaine, on pourrait mettre ça le vendredi, et le lendemain, on serait prêt à fermer la piscine. Deuxième étape, on va venir vider la piscine. Très important de mettre sous l'écumoire un tape à mesurer pour mettre 20 pouces en bas. Ce qui va vous donner à peu près ici 20 à 22 pouces, tout dépendamment du temps de l'année. Plus de bonheur on la ferme, plus bas il faut la mettre parce que la pluie va augmenter l'eau à l'intérieur de la piscine. Troisième étape, tour de fermeture. On a les étapes à suivre ici derrière. 1, 2, 3, 4. C'est pour sauvegarder l'eau de la piscine. Plus la piscine est claire, plus elle va se maintenir claire au printemps. Elle va être beaucoup plus facile à partir lorsqu'on utilise une trousse de fermeture. Ensuite, lorsque la piscine a été baissée, le niveau d'eau descendu, on va aller mettre notre antigel dans l'écumoire pour remplir le drain de fond. Pour pas que le drain de fond gèle. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir 2 bidons avec soi pour être certain qu'on voit le liquide rose sortir au milieu de la piscine de drain de fond. Lorsque la chimie de l'eau a été balancée, lorsqu'on a mis nos produits chimiques, on va pouvoir s'attaquer à notre système de filtration. C'est des connecteurs rapides partout. On va défaire la première ici sur la pompe, la deuxième en avant. On va enlever la pompe. On a ici un tube qu'on va pouvoir défaire ici sur la valve. On a fermé ici la sortie d'eau. On va pouvoir insérer notre boudin à l'intérieur sur notre antigène parce que la pluie va s'accumuler sur l'antigène. La pluie est beaucoup plus légère que l'antigène. L'antigène est plus pesant. Dans le fond, la pluie va s'accumuler dessus. Pour empêcher le tuyau de geler. Si jamais la glace s'accumule, elle va écraser le boudin au lieu de prendre l'expansion et faire éclater le tube, vider la piscine. La piscine se vide, ce qui arrive, c'est que le bloc de glace va s'effondrer, va pousser sur le mur, la piscine va tomber par terre. Habituellement, c'est les assurances de la maison qui vont s'arranger avec ça, puisque la piscine a été mal fermée. Donc, si vous n'oubliez pas votre boudin, vous ne devrez jamais avoir de problème. Lorsque vous avez rangé votre moteur, il ne faut pas oublier de vider votre filtration. Le filtreur, c'est une grosse boule de sable, il faut le vider, il ne faut pas oublier. On a ici un cycle Winterize ou hivernage. Là, je vais le mettre dessus. Ça va juste laisser passer l'air à l'intérieur pour éviter le gel ou l'expansion de la glace. Pour finir, on a le kit pour l'écumoire. Encore une fois, pour éviter l'expansion de la glace. Là, le bout ici qui va aller s'insérer à l'intérieur, qui va se placer ici au fond. L'autre ici qu'on va aller mettre, on va glisser devant. Ça va créer ça ici à l'intérieur de l'écumoire. Ça va protéger votre écumoire pour tout l'hiver. Si jamais il y a de l'eau qui s'accumule dessus par rapport à la pluie, ça va écraser le fond et non prendre l'expansion sur votre écumoire. Lorsqu'on est dans la fermeture, et c'est pas un filtreur à sable, mais à cartouche, c'est important de bien nettoyer. Ce petit jet à pression aussi va être capable de le rentrer à l'intérieur. Faire une grosse pression avec la hausse de jardin et de le brancher dessus. Vous avez un on-off ici, très facile à gérer. Il y a beaucoup de pression. Vous allez être capable d'aller entre chaque alvéole ici à l'intérieur. Ça va être super facile. Il va se nettoyer très facilement. C'est important de venir enlever le retour d'eau ici. On ne va pas boucher le retour d'eau dans une piscine hors terre parce que le niveau d'eau va augmenter et lorsqu'elle va atteindre le niveau du retour d'eau, l'eau va couler tranquillement. Ici, elle ne va pas monter plus haut, ce qui va éviter beaucoup de tracas et de bris. Il est très important de suivre la procédure d'une fermeture de hors terre et ne rien oublier, surtout lorsqu'on a une valve ici avec un drain de fond. Parce que le bloc de glace, il va flotter sur l'eau. Si on perd l'eau en dessous du bloc, le bloc, lui, va s'effondrer par terre rapidement. L'eau va s'enlever, le bloc est tenu par le mur. Aussitôt qu'il va y avoir un petit peu de dégel, le bloc va s'effondrer dans le fond de la piscine et va faire fondre le mur de la piscine.
c'est là qu'on a des problèmes, lorsqu'on n'a pas suivi les étapes de fermeture comme il faut. Sur Trévi.ca, on a les formations, on a les explications. On en a sur Trévi.ca de espace client, filmé, comment fermer une piscine hors terre. On a des photos et dans les magasins, on donne des cours. Et on a aussi des feuilles avec la procédure étape par étape, quoi faire pour fermer une piscine sans se tromper. De retour à Tendance Immo, donc Marie-Ève, un peu plus tôt, on parlait d'humidificateur. Donc, je pense qu'il existe 3 types. Donc, comment choisir le bon, premièrement, selon nos besoins? Oui, en fait, il existe les humidificateurs à vapeur d'eau froide, à vapeur d'eau froide, à vapeur d'eau chaude et aussi les ultrasons. OK, parfait. C'est les 3 sortes qu'on retrouve sur le marché. Il y a une vaste série de modèles. Oui, on peut en avoir plusieurs, de différents prix et tout ça. Donc, c'est sûr que ça se magasine comme toute chose. Donc, on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. Premièrement, on va y aller avec celui à la vapeur froide. Donc, la vapeur froide, la façon que ça fonctionne, c'est un petit moteur qui, par agitation, fait sortir de la vapeur d'eau. C'est de l'eau froide qu'on met dedans. C'est probablement un des plus simples, un des plus faciles à utiliser, mais au niveau de l'entretien, par exemple, c'est le plus complexe. Oui, OK. Pourquoi? En fait, c'est que l'eau n'est pas chauffée. Alors, ça peut être, comment on pourrait dire, un amas de bactéries. La prolifération des bactéries. Oui, exactement, parce que l'eau n'est jamais chauffée. Alors, si on la laisse, par exemple, l'eau dans l'humidificateur plusieurs jours, oui, donc c'est toujours préférable de mettre l'eau au moment où on l'utilise. Oui. À combien de fois qu'il faut changer l'eau? Toi, tu l'as changé souvent, justement? Pourquoi? Dans le fond, à chaque utilisation. À chaque utilisation, oui, OK. À chaque utilisation. On change l'eau. OK, exactement. Puis, côté rapport qualité-prix? En fait, c'est probablement un des moins chers. Ça peut coûter entre 25 et 50 $. Mais c'est sûr qu'il faut compter que celui-là, il faut quand même bien le nettoyer. Il faut changer les filtres. Puis même, on conseille de le nettoyer avec un désinfectant. C'est pas de l'eau de javel, pour être sûr. Parce que c'est sûr que si l'enfant... Mettons qu'on met ça dans une chambre d'enfant, chose que je fais souvent à la maison. Si l'enfant a des problèmes respiratoires, puis là, s'il y a plein de bactéries qui s'envoient dans l'air... C'est pas mieux. Non, c'est vraiment pas une bonne chose. C'est encore plus néfaste. Exactement. Il existe aussi sur le marché les vaporisateurs à vapeur d'eau chaude. Ceux-là sont beaucoup plus santé, si on pourrait dire. En fait, c'est qu'ils ont besoin de moins d'entretien parce que c'est un moteur qui chauffe l'eau. Qui chauffe, c'est ça. Donc l'eau, on le sait, il n'y aura pas de prolifération de bactéries. Exactement, parce qu'ils sont tués lorsqu'elles sont chauffées. Alors, ce type d'humidificateur-là est intéressant l'été parce que ça crée une humidité qui est intéressante et confortable pendant l'hiver. Mais toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez cher. Assez cher. En fait, ça joue dispendieux? Oui, ça joue entre 50 et 100 $. Il faut aussi changer les filtres très régulièrement. C'est-à-dire? En fait, il y a des filtres qui sont dessus pour... c'est surtout, en fait, pour les minéraux. Les minéraux qui sont dans l'eau. Quand on utilise l'eau du robinet, il y a toujours des minéraux. Alors, souvent, ça se dépose dans les filtres ou dans l'appareil. C'est ce qui fait en sorte qu'il faut les changer régulièrement. Mais un des avantages de ce type d'humidificateur-là, c'est que quand on est bien enrhumé ou qu'on a une grosse toux, on peut mettre du Vicks. Ah oui, on met du Vicks donc, dedans? Au niveau de ça peut bien dégager les bronches. À ce moment-là, il faudrait peut-être aussi trouver un endroit plus restreint pour que ça fonctionne. Oui, bien, généralement, c'est sûr que c'est peut-être plus dans une chambre, ce type d'appareil-là, vu que c'est chauffé, dans une chambre d'enfant, c'est peut-être pas conseillé parce qu'en fait, il ne faudrait pas que l'enfant ait accès. Parce qu'il pourrait se brûler. Il y a des risques de brûlure si jamais il essaie de jouer avec. Donc, il faut quand même faire attention, sinon le surélever pour être sûr qu'il ne soit pas en mesure de l'atteindre. Oui. Alors, c'était ce qui était pour l'humidificateur à vapeur d'eau chaude. Il y a aussi ceux à ultrasons. Troisième type. À ultrasons, qui est un autre type. C'est généralement les plus dispendieux. C'est généralement... Moi, j'en ai trouvé un sur le marché. Il était 80 $, je crois. Mais je sais que ça peut monter à une centaine de dollars, pour ce type d'appareil-là. Mais ça requiert moins d'entretien. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Moi, je crois que oui. En fait, le principe est un peu différent. C'est vraiment les humidificateurs à ultrasons, ce n'est pas de la vapeur, mais c'est plutôt une bruine qui est produite. Donc, la bruine est plus... c'est quoi? C'est plus doux? Oui, puis c'est plus silencieux en termes d'appareil. Souvent, quand il y a un moteur qui tourne, c'est sûr qu'on entend le moteur. Donc, quand c'est silencieux dans la pièce, ça peut être un petit peu c'est plus dérangeant. Agréable. Oui, là, c'est plus agréable parce que, justement, c'est plus silencieux. Mais en fait, ils peuvent avoir le désavantage de propulser des petites particules dans l'air, des petites particules blanchâtres qui sont les minéraux. Les minéraux, OK. Oui. Alors souvent, on recommande en fait d'utiliser de l'eau distillée parce qu'il y en a moins.
Mais généralement, les fabricants, pardon, de ce type d'humidificateur à ultrasons, ils insèrent un filtre qui capture les particules blanchardes. C'est ce qui empêche justement, parce que sinon, ce que ça fait, c'est que les minéraux vont se déposer sur les meubles. Oui, exactement. Donc, c'est pas très intéressant. Là, s'il y en a partout sur le plancher, les meubles, puis si on veut pas en respirer. Hein, non, c'est ça. C'est toujours ça la question. Donc, rapport qualité-prix, si tu en avais un à choisir, Marie-Ève, lequel que tu prendrais dans les trois? Moi, j'ai choisi l'ultrason pour mes enfants. Okay. Oui, je trouvais que c'était mieux. Puis je peux aussi l'utiliser. Je l'utilise autant l'été que l'hiver. Okay. Tandis que les autres, je trouvais qu'il fallait aussi y aller selon la saison. Alors, puis pour mes enfants, je trouve que c'est plus sécuritaire. C'est plus sécuritaire aussi. C'est sûr qu'il faut le mettre à un endroit où est-ce que il n'est pas accessible pour les enfants. Exactement. Donc, celui-là, on peut l'utiliser l'hiver comme été, donc 4 saisons. Et on rappelle pour le premier humidificateur, à vapeur froide, celui-là, c'est plus intéressant d'utiliser l'été. Oui, exactement. Et à vapeur chaude l'hiver. Puis je pense que c'était le moins cher des trois. Exactement. Autour de entre 25 et 50 $. On avait aussi l'humidificateur à vapeur chaude. Oui. Que celui-là, tu disais que... Entre 50 et 100 $. 50 et 100 $ quand même. Donc, c'est pas très dispendieux, mais c'est sûr que c'est bien. Compte tenu que ça va améliorer l'air dans lequel on vit. Il faut regarder nos besoins, en fait. Hein? Puis, une fois qu'on a déterminé l'utilisation, les besoins qu'on a, la grandeur de la pièce, parce qu'il y a ça aussi. Donc, c'est à vérifier. Puis après, on peut mieux cibler le produit qu'il nous faut. C'est ça. Mais je pense aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir des humidificateurs pour chaque pièce. Donc, il ne faut pas exagérer. Non. C'est quoi? On peut en avoir un à Oui, parce que ça maximum. se déplace. Hein? C'est tout petit aussi. Donc, souvent, ça peut être dans les chambres à coucher. Puis on ne fait pas rouler constamment. On a de la difficulté à respirer. Si, par exemple, c'est trop sec dans la maison, des fois, c'est au niveau du... C'est juste au besoin, en fait. Donc, on ne fait pas rouler l'humidificateur constamment. Non. OK, parfait. Bien, en moins qu'on ait vraiment un problème de taux d'humidité, mais aussi, bien sûr, l'humidificateur peut régler, mais parfois aussi, c'est une question de réparation de maison. Si vous avez constamment un problème d'humidité, il y a à vérifier aussi au niveau, par exemple, s'il y a des infiltrations d'eau ou aussi un problème d'infiltration d'air. OK, parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, sur ça, on va passer à la maison de la semaine et on vous revient tout de suite après. Chaque semaine, l'Écho de Laval que vous retrouvez dans votre Sac Plus présente une maison en vente sur le marché Lavallois. Cette semaine, la maison se situe dans le secteur Fabreville, au 1223 rue du Phare. La propriété parfaite pour faire grandir votre famille se trouve dans ce secteur paisible. Offrant une multitude de pièces intéressantes et différentes, cette construction haut de gamme et raffinée saura assurément vous charmer. En pénétrant dans cette magnifique demeure, c'est un décor épuré et moderne qui nous attend. Le bâtiment de 24 par 36 pieds est constitué de 12 pièces, dont 3 chambres à coucher, toutes situées à l'étage. Particulièrement lumineuse, la chambre des maîtres est immense et attenante à une magnifique salle de bain contemporaine dotée d'une grande douche vitrée. Une seconde salle de bain se trouve également à l'étage. On y retrouve une douche indépendante en coin ainsi qu'un bain avec une robinetterie de luxe. Les 2 autres chambres à coucher sont aussi très bien aménagées et décorées avec simplicité. Ouverte sur la salle à manger, la cuisine est très fonctionnelle et lumineuse. La configuration des armoires et des comptoirs optimise parfaitement les espaces de façon pratique et conviviale. Une très belle pièce. La salle à manger, quant à elle, est spacieuse et également très lumineuse grâce à son immense porte-jardin donnant sur la terrasse. Tout à côté, sur un palier élevé par un joli petit escalier, se trouve un très grand salon, très intime, qui apporte un cachet unique avec son plancher et sa rampe de bois. La disposition surprenante et irrégulière de cette pièce la rend particulièrement intéressante. Les possibilités d'aménagement sont nombreuses. Au rez-de-chaussée se trouve également une coquette et jolie salle d'eau. Une immense salle familiale est aménagée au sous-sol. On y retrouve un magnifique et chaleureux foyer au bois, parfait pour se réchauffer lors des froides journées d'hiver. La superficie de cette pièce permet une foule de possibilités d'aménagement, de quoi plaire à toute la famille. L'extérieur impressionnant s'étend sur une grande cour très intime et clôturée, donnant sur un boisé. On y retrouve notamment une terrasse en bois, un espace cocooning avec foyer extérieur, ainsi qu'un joli cabanon pour l'entreposage de vos meubles d'été et de vos outils de jardinage. La façade de la maison n'est pas en reste. L'aménagement extérieur est tel que la maison ne passe pas inaperçue.
Pour plus d'informations au sujet de cette propriété, veuillez contacter le courtier immobilier Wassim Ibrahim du groupe Sutton Excellence Inc. au 514-815-2266. Pour la fiche descriptive de la maison située au 1223 rue du Phare dans le secteur Fabreville, l'année de construction est 2006. Le prix demandé est de 419 900 $. Les taxes municipales et scolaires avoisinent les 3 000 $. Enfin, la demeure est dotée d'un garage simple et l'allée est faite de pavés unis. Les inclusions sont la hotte de cuisine, l'ouvre-porte-garage, la thermopompe centrale, le broyeur à déchets, les stores, rideaux, épaules. De retour à Tendance Émo, donc Marie-Ève, pour la fin de l'émission, donc on va parler de relooker sa maison. Donc, lorsqu'on s'apprête à mettre sa maison sur le marché, il y a des petites règles à respecter. En tout cas, des règles à suivre qui peuvent nous aider pour vendre la maison plus rapidement. Et je pense que c'est ça, c'était entretenu, avec une designer d'intérieur de Home Staging. Donc, elle a donné 7 règles à suivre. Donc, première règle, réparer. Qu'est-ce qu'il faut réparer, Marie-Ève? En quoi consiste la première règle? Une des premières choses à faire, c'est de réparer les trous s'il y en a. Réparer, par exemple, s'il manque des poignées de porte ou il y a vraiment des choses évidentes qui sont cassées. C'est pas très intéressant pour un acheteur potentiel qui arrive et qui voit, il ouvre la poignée, il essaie d'ouvrir une porte puis la poignée de porte reste dans la main. Donc, oui. Alors, on essaie bien sûr de réparer tout ce qui est apparent à l'œil, donc les petits trous, toutes les petites choses qui pourraient décourager un acheteur potentiel. Donc, c'est la première règle qu'ils ont donnée. Donc, on couvre pas, on n'essaye pas de camoufler, mais on répare. Oui. OK, parfait. Exactement. Donc, deuxième règle, rafraîchir. Oui, en fait, l'achat d'une maison, c'est souvent un coup de cœur qui fait en sorte qu'on est tombé en amour avec la maison, on a envie de revenir, ensuite on a envie de l'acheter, etc. Alors, il faut vraiment miser sur les atouts de la maison. Si, par exemple, il y a des grandes fenêtres, il ne faut pas les cacher avec des rideaux. Si la vue extérieure, elle est super belle, on la montre. Il faut vraiment miser pour que tout ce qui est intéressant à votre maison, l'acheteur potentiel puisse le remarquer au simple coup d'œil. Donc, on met tous les chances de notre côté, en fait. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut. On veut vendre notre maison, puis on ne veut pas que ça prenne une éternité non plus pour le faire. C'est ça. Je pense aussi rafraîchir peut-être avec des plantes, des fleurs, non? Ça... Oui, en fait, c'est sûr comme au niveau des plantes, il ne faut quand même pas trop en mettre, mais ce qui est très intéressant aussi quand on visite une maison, puis ça sent bon les fleurs, ou ça sent bon le gâteau, ou les muffins, oui. Donc, c'est sûr que l'odeur, c'est vraiment... c'est rafraîchissant, puis c'est plus accueillant. Et ça reste, puis on s'en souvient. Donc, on va se souvenir d'une maison qui, par exemple, a senti super bon le gâteau, on va probablement avoir envie d'y... On va la retenir, celle-là, si on en a visité 10 maisons dans la journée. Ça peut faire la différence. Oui, en effet. Parfait. Donc, troisième règle, réaménager. Oui, en fait, c'est de rendre la maison fonctionnelle. Il faut quand même que l'acheteur potentiel voit ce qui est possible dans la maison, qu'il puisse ranger toutes ces choses. Alors, il faut vraiment que... si, par exemple, il y a un meuble qui bloque une porte, c'est pas très intéressant. Il faut être capable de circuler librement dans la maison, d'avoir accès à tout. Donc, on déplace les objets qui n'ont pas lieu d'être pour vraiment que ce soit aéré, qu'on montre qu'il y a de l'espace. Je pense aussi c'est pour donner... pour que quand le futur acheteur arrive, qu'ils se disent, ils se voient déjà placer un peu ses meubles, ses affaires. Exactement. Donc, on peut déjà profiter, nous, quand déménager un peu certains meubles de toute façon, on sait qu'on veut vendre. Donc, on peut déjà commencer à déménager. Comme si dans le salon, on a 2 fauteuils, puis il y en a un qui ne sert pratiquement pas. Puis quand il y a une pièce qui est beaucoup encombrée par des meubles, elle a l'air plus petite. C'est ça rapetisse Alors, on enlève on enlève un fauteuil, et là, la pièce, elle sent beaucoup plus grande. Puis on voit plusieurs possibilités d'aménagement de la pièce versus si elle a l'air beaucoup plus petite parce que c'est trop restreint. L'imagination devient plus restreinte aussi. Oui, exactement. Donc ensuite, quatrième règle, revaloriser. Oui, en fait, il n'y a rien de moins évident que des pièces qui sont sombres. Alors, avant d'accueillir quelqu'un chez soi, un visiteur ou un acheteur potentiel, on allume les lumières pour vraiment montrer la maison. On veut la montrer parce que, dans le fond, c'est un produit qu'on veut vendre. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est les tamiseurs de lumière pour créer des ambiances selon les pièces. C'est ça. Dans une chambre à coucher, on n'a pas envie d'avoir... une lumière aveuglante. Oui, non, ce n'est pas intéressant. C'est une pièce où on va relaxer, où on va dormir, on va parler un petit peu. Il faut créer l'ambiance. Oui. Alors, même chose dans le salon, qu'on puisse voir qu'il y a des possibilités aussi de créer une ambiance intéressante pour les soirées. Oui, les soirées ciné, etc. Donc, absolument. Quand on le montre, c'est vraiment
plus intéressant. C'est difficile des fois de s'imaginer. Donc, si on peut vraiment le montrer, pourquoi pas le faire? Oui, exactement. Donc, règle numéro 5, réduire. Oui. En fait, la maison doit toujours avoir l'air propre. Hein? C'est sûr, quand on va visiter une maison, on va l'acheter, il faut que ce soit propre. Oui. Alors, on peut en profiter pour être sûr, parce que des fois, il y a des visiteurs qui peuvent appeler à la dernière minute, ils s'en viennent, OK, il faut absolument nettoyer. Des fois, si on a plein de petits bibelots sur les meubles, exactement sur les meubles, ou bien il y a beaucoup de choses qui sont pas nécessaires. Oui, bien là, c'est compliqué pour tout nettoyer assez rapidement. Donc, de toute façon, on a l'intention d'emménager. On en profite pour faire quelques cartons. On met donc, on commence à... Les effets personnels? Oui, les photos de famille, tout ce qui est très personnel, on les range déjà dans les boîtes. Comme ça, parce que de toute façon, le visiteur, on veut qu'il se sente chez soi. C'est ça. On veut pas qu'il arrive... Quand on arrive chez quelqu'un puis qu'il y a énormément de trucs personnels, des photos de famille, etc., c'est difficile de s'imaginer. Oui, de s'imaginer dans cette maison-là. Exactement. Donc, on en profite, on fait des boîtes. On peut même aussi vider quelques armoires. Et absolument. On veut montrer qu'il y a de l'espace de rangement dans un garde-robe. Donc, s'il déborde, on a de la difficulté à fermer la porte. C'est pas très intéressant pour un acheteur. Et je pense que ça aussi, c'est en lien avec la règle numéro 6 qui est de ranger. Oui. En fait, de faire du rangement pour laisser de la place. Oui, on fait les lits, on laisse pas le linge sur le lit. Non, on enlève la nappe si, par exemple, on a une nappe parce qu'on veut montrer la table si elle est belle. Bien sûr, tout ce qui est beau, on enlève ce qu'il y a dessus pour vraiment mettre l'accent. Mettre l'emphase là-dessus. Et dernière règle, dehors, hausse les animaux. Oui. Vous pouvez aimer les animaux, mais l'acheteur potentiel qui vient visiter votre maison, peut-être que la personne, elle est allergique, peut-être qu'elle déteste les animaux, même si c'est un petit chien qui fait pas de bruit. Ça peut jouer. Oui, vous pouvez faire fuir des gens peu importe l'animal que vous avez. Donc, idéalement, on les envoie en vacances pendant la visite, puis on met toutes les chances de notre côté. Absolument. Donc, Marie-Ève, pour terminer l'émission, on va parler des trucs pour bien décorer la chambre des maîtres. On sait que c'est quand même une pièce qui est importante, il ne faut pas la laisser de côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour lui donner du cachet? Oui. En fait, la chambre à coucher, c'est vraiment un lieu où on a envie de se reposer, où on a envie de dormir. Donc, il ne faut pas rentrer dans une chambre à coucher puis voir toutes sortes d'appareils électroniques. Il y en a beaucoup maintenant. Oui, il y en a beaucoup maintenant qui mettent des télés dans les chambres. Dans les chambres, oui. Ce que les designers conseillent, c'est de les cacher. Parce qu'une télé, c'est pas un objet de décoration. On veut dormir dans la chambre à coucher. Donc, par exemple, on peut les mettre dans une armoire, on ferme les portes pour la cacher. On peut aussi, si elle est sur le mur, on peut aussi mettre un rideau. Ajouter un rideau. Oui, exactement. Parce que surtout, on ne veut pas voir de fil qui dépasse sur le mur tout le long. Ce n'est pas très esthétique. Oui, absolument. Alors, c'était une des premières règles. Il y a bien sûr une question des couleurs. Si on rentre dans une chambre et tout est en rouge, c'est un peu... c'est trop vif, oui. Oui, c'est un peu stimulant. Tout dans une chambre à coucher, ce qu'on veut, c'est on veut dormir. On veut des couleurs chaudes, des couleurs apaisantes. Puis aussi, des couleurs qui sont quand même neutres. On va plus dans le gris, dans le bleu-gris. C'est beaucoup plus l'idéal pour une chambre des maîtres. Puis aussi, c'est sûr que si on voit un gros rouge, c'est assez difficile à faire partir. Si tu veux mettre après ça un blanc, c'est... Une couche de peinture, c'est ça. Oui. Et je pense qu'il y a l'éclairage aussi qui est important. Oui, on en a parlé tout à l'heure, de tamiser. C'est important d'avoir un créer tamiseur. Une ambiance, oui. Exactement, une ambiance qui est parfaite pour la détente et le sommeil. Alors, c'est pas mal dans les règles qui complètent... pour la chambre des maîtres. La chambre des maîtres. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, pour ces informations très intéressantes et pertinentes. Oui, puis pour plus d'informations, les gens peuvent consulter l'Écho de Laval qui est distribué dans le SEC Plus cette semaine. À tous les mercredis, c'est bien ça? Oui, exactement. Parfait. Merci énormément. Et à la maison, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine.